Bonjour Amandine, Bonjour Tara. bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'appel et d'être présente pour partager tes outils sur la chaîne Pawa et puis sur la plateforme Pawa surtout. Avec joie, ça me fait grandement plaisir de participer en tout cas à ce chouette projet. Hmm. Moi aussi, je suis très... J'ai un petit chat dans la gorge. Je suis très heureuse de te rencontrer ce matin. On va parler d'un sujet, un grand sujet qui est le sujet du traumatisme et de son chemin de guérison. Tout à fait. Merci d'aborder ce thème. Alors, Amandine, tu es sophrologue. Tu utilises des techniques comme l'EMDR et la sophroanalyse. Tout à fait. Ouais. Et avant de revenir sur ces pratiques et puis sur le thème de notre interview, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore? Qui es-tu, Amandine? C'est toujours la grande question, hein. Qui, qui suis-je? Pour faire très factuel, je m'appelle Amandine Issa-Verdun, donc du coup je suis sophrologue, sophroanalyste et thérapeute EMDR dans les Bouches-du-Rhône. J'ai mon cabinet qui est installé à la Phare-les-Oliviers près d'Aix-en-Provence. Et voilà, ça fait 5-6 ans que je chemine sur ce chemin-là. Et ça fait 1 an que je suis dans mon cabinet, puisqu'avant je recevais chez moi. Et ça fait 1 an que je suis installée. Voilà. Et alors, quel a été ton parcours? Parce que j'imagine que pour arriver jusqu'à là, il s'est peut-être passé des choses dans ta vie. On va parler de traumatisme en plus aujourd'hui et j'aime bien poser, une question en général aux intervenants, c'est est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie, qui a fait que, tu as fait ce choix-là de vie? Et est-ce que enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait ou est-ce que tu as eu, une vie avant, d'être thérapeute? C'est c'est un gros morceau, hein. Non, en fait, oui, effectivement, il s'est passé quelque chose dans ma vie, avec une forme toute particulière. Donc, on va tout de suite aborder le traumatisme parce que forcément, c'est ce qui a fait basculer moi mon chemin. Mais du coup, moi, j'ai vécu quelque chose de très important dans ma vie, mais j'étais enfant, quelque chose que j'ai oublié. Donc, j'ai mené une vie lambda, entre guillemets. J'ai fait ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Donc, je n'avais plus aucun souvenir parce qu'elle était dans intégrale. Donc, je n'avais plus aucun souvenir de ce qui m'était arrivé. Et c'est remonté quand j'avais une vingtaine d'années. Et c'est effectivement là qu'il y a eu un basculement. Mais il y a eu du chemin aussi avant d'en arriver à être thérapeute. Donc, ça, ce cheminement-là, il m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et c'est à partir du moment où l'amnésie traumatique s'est réveillée et que les souvenirs sont remontés que ça a basculé effectivement dans ma vie. Mmh. Et tout ce que j'ai expérimenté ces 10 dernières années, parce que du coup j'ai 33 ans maintenant, euh, c'est ouais, 15, entre 13 et 15 dernières années, ça m'a amené ici. Et j'ai pas eu d'autre vie que d'expérimenter ma propre vie, parce que je me suis vraiment perdue là-dedans. Ça a déclenché énormément de choses dans ma vie. Mmh. Dépression, agoraphobie, tous les troubles anxieux. J'ai traversé en fait toutes ces étapes-là de, des méandres intérieurs que la personne peut vivre pour cheminer avec, pour vivre avec, pour essayer de chercher des solutions jusqu'à en trouver, arriver à me faire du bien et du coup avoir envie, moi, à mon tour, de faire du bien aux autres, de donner du sens à cette histoire, etc. Donc, Mmh. parler de ce parcours-là, c'est un gros morceau. Oui, j'imagine. Oui, oui, c'est pas une question évidente Mm, et j'aime beaucoup quand tu dis, que je n'ai rien fait d'autre que d'expérimenter mm, ma vie. Je trouve ça très beau. mm. Mais parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, hein. C'est que je me suis perdue, parce qu'à un moment donné, j'étais enfermée chez moi à cause de mon agoraphobie, donc je pouvais pas sortir travailler, je pouvais pas sortir conduire. Pour moi, le dehors, c'était dangereux. J'ai développé des TOC, j'ai développé voilà, plein de choses, des attaques de panique, etc. Et ça m'a bloqué à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai fait que ça, expérimenter ce qui se passait à l'intérieur de moi, parce que de toute façon, l'extérieur pour moi était compliqué. Et Mmh. donc, ça a été un long cheminement pour en arriver là.
Donc, je vais parler de ça dans un livre qui sort l'année prochaine. Donc, ça sera écrit en détail tout ce que je vais traverser. Mais vraiment, ça a été ça ma vie. J'aime bien dire que mes études ont été faites à l'école de la vie et que effectivement, j'ai pas trop eu de vie avant d'être thérapeute parce que j'ai eu des travails, hein, mais j'ai travaillé, mais vraiment de façon ponctuelle parce que mes crises d'angoisse, mon agoraphobie, mes TOC me ramenaient toujours chez moi et à vivre des moments difficiles, etc. Mmh. Et alors, j'imagine que sur ton chemin, tu as croisé des personnes et des pratiques qui t'ont aidé. Est-ce que c'est comme ça que tu as rencontré la sophroanalyse et le MDR? C'est des choses que tu avais expérimentées déjà pour toi? Alors étrangement non. Ok. Ouais, c'est parce que moi au départ, donc j'étais suivie par des psychiatres. Hein. Quand on a 20 ans, on n'a pas trop d'argent. Le médecin voit bon, il m'avait dit que je faisais un burn-out, une dépression, donc du coup, il m'a envoyé chez des psychiatres. Donc, j'ai été suivie par des psychiatres. Euh, je vais pas partir dans un débat sur la psychiatrie. En tout cas, ponctuellement, ça a pu m'aider, ça m'a apporté une béquille parce qu'effectivement, j'ai dû passer par des traitements, etc. Mais d'un point de vue thérapeutique pur, c'est pas dans cette branche-là que j'ai trouvé des réponses. J'ai trouvé des réponses, c'est de savoir ce que j'avais, de mettre des mots médicaux sur ce que j'avais, sur l'amnésie traumatique, sur le syndrome de stress post-traumatique, bon voilà, sur l'agoraphobie, les attaques de panique. Ça m'a permis de poser un cadre, en tout cas le cadre de référence de notre médecine à nous, sur ce que j'avais. Mais ça m'a pas aidé d'un point de vue thérapeutique. C'est vraiment, vraiment un chemin que j'ai fait toute seule. Hmm. C'est du fait que j'étais enfermée chez moi, j'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup me renseigner, me cultiver par moi-même. Donc d'abord, j'avais beaucoup de questions existentielles dans ma vie, quand j'étais pas bien. Qu'est-ce que le monde? Pourquoi on vit? Pourquoi on est là? Est-ce que je suis vraiment vivante? Je me pose des questions vraiment profondes auxquelles il n'y avait pas de réponse, mais du coup qui m'ont forcée à aller me nourrir de l'intérieur. Et après, c'est vraiment des synchronicités de la vie. C'est très drôle. Hein. Quand je refais mon parcours, c'est comme si à chaque fois, j'avais des synchronicités qui me disaient, voilà, fais ça. Ok, j'y vais, j'expérimente et ça me mène encore ailleurs. Et c'était comme ça que je suis arrivée à la sophro, vraiment. D'abord en passant par la méditation. Euh, j'ai beaucoup pratiqué la médication pleine conscience, enfin, tout ce travail intérieur qui un jour m'a amené vers la sophrologie. C'était comme si intérieurement, je me disais, c'est ça qu'il te faut, mais je savais pas du tout ce qu'était la sophro. Voilà, les circonstances ont fait que je me suis retrouvée dans cette école, qu'il y avait plus de place, mais finalement, il en restait une pour moi. Et voilà, ça a été ça. Et pareil, je devais m'arrêter à la base d'être juste sophrologue, ce qui est déjà très bien. Hein. C'est à la sophrologie, on se renforce du positif, on vient puiser les ressources en soi, on vient développer le bon. C'est un peu ce qu'on appelle du recouvrant. Et même à ma formation de sophro, j'ai commencé à aller mal de nouveau. Et me dire, c'est pas possible. Et en fait, j'ai compris que en recouvrant quelque chose qui va pas au fond, on guérit pas comme ça. Et c'est ce qui fait qu'après, j'ai dit, bon, ben, parce que du fait d'être sophroanalyste et thérapeute MDR, il me fallait 50 heures de sophroanalyse, il me fallait avoir expérimenté tant d'heures de MDR. Et je me suis dit, ben, c'est le moment, j'y vais. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pris ça comme une synchronicité, parce que si j'avais été bien et que j'aurais pas eu ce regain d'angoisse qui remontait, je serais restée sophrologue et je serais peut-être pas à la fois plongée en moi. Et du Hmm. coup, j'ai pris ce truc en me disant, bon ben voilà, tu vas travailler sur toi et après tu pourras aider les autres. Et c'est ce Hmm. que j'ai fait. C'est comme ça que j'en suis arrivée là. Ok, donc oui, vraiment un chemin qui part de toi, de ta vie, de tes ressentis et de l'intérieur. Et ouais. Mm, Alors, on va revenir après un peu plus sur le détail de ce qu'est la sophroanalyse, le MDR, mm, etc. Mais avant, alors du coup, maintenant qu'on est bien dans le sujet, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus peut-être sur ce qu'est un traumatisme, parce que en fait, peut-être que pour que les personnes puissent savoir, mm. même moi, en fait, je ne sais pas factuellement ce Ouais. qu'est un traumatisme. Et du coup, je vais aborder ça dans la vidéo que j'ai fait pour Pawa, hein, bien Ok. entendu. Mais pour expliquer ce qu'est un traumatisme, euh, il y a deux choses dans le traumatisme qui sont importantes. Il y a l'événement,
C'est un événement qui se passe à un moment T. Et ce qui définit le traumatisme, c'est que cet événement, il va s'inscrire dans la personne parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas les capacités d'y faire face. Elle n'a pas les ressources pour faire face à cet événement. Elle n'a pas le recul nécessaire pour que ce souvenir reste un simple souvenir et du coup, ça devient un traumatisme. C'est le fait que, à un moment donné, cet événement-là, il est tellement fort pour la personne qu'elle n'a pas les ressources pour y faire face et du coup, ça s'inscrit en elle et dans son corps et dans sa psyché et dans ses mécanismes de défense, etc. Et c'est ce qui crée le traumatisme. Donc, il y a l'événement. C'est pour ça que le traumatisme, c'est un peu complexe parce qu'il y a autant de traumatisme, ou en tout cas d'intensité de traumatisme, qu'il y a de personnes. Parce qu'une même personne ne va pas vivre un même événement de la même manière. Tout le monde va le vivre différemment. Alors, il y a des lignes, il y a des grandes lignes. Je suis d'accord que, notamment dans le stress post-traumatique, il y a des grandes lignes qui se ressemblent sur comment la personne va vivre son trauma. Mais il y a des personnes qui ont des capacités naturelles de résilience, des ressources plus grandes, parce que souvent derrière, il y a un vécu, il y a déjà un cheminement, conscient ou inconscient. Hein. Et une personne qui est plus sensible, qui a une hypersensibilité, ou qui a eu une vie jusque-là, somme toute, sans trauma particulier, d'un coup se retrouve confrontée à quelque chose de difficile, elle a pas les ressources à ce moment-là pour y faire face. Et on rentre là dans le traumatisme. Ok, donc pour qu'il y ait traumatisme, ouais, c'est vraiment la conjonction de deux choses, hein, un événement extérieur et puis un état, une personnalité, enfin voilà, une personne avec toute sa complexité, quoi. C'est ça. Et c'est quelque chose que dans mes patients, je retrouve beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, qui me disent oui, mais il y a d'autres personnes qui ont vécu ça et ils le vivent pas comme moi. Et c'est exactement Ouais. ça. On peut vivre une même chose, on peut prendre 100 personnes qui ont vécu quelque chose le même traumatisme, en tout cas le même événement, Ouais. mais le traumatisme ne va pas s'inscrire de la même manière. Mm. Il y a des gens qui vont avoir, voilà, ça va créer des fausses croyances, des états anxieux, des angoisses. D'autres, au contraire, que ça allait réveiller une force en eux et que du coup, tout de suite, ils ont potentialisé cet événement pour le transmuter et en faire quelque chose tout de suite de fort, de puissant, etc. Mm. L'événement lui-même, c'est pas ça le traumatisme. C'est vraiment ce qu'on en Ouais. fait avec. Ouais, et j'imagine que peut-être ça peut même être un événement à un moment, tu vois, en fonction du moment Oui, dans une vie d'une personne au moment où il très va arriver. important. Ça peut être un traumatisme ou pas, en fait, en fonction de justement la personne dans quel état elle est, si elle a justement, comme tu disais, les ressources ou pas. Donc ça va aussi Très dépendre important. de son âge. J'imagine que plus on est jeune, moins Exactement. on a de ressources. Ok. Ouais, ouais, j'allais y venir parce que ça, ça aussi, c'est un des critères. Alors ça va faire, si le ça va modérer l'intensité du traumatisme. Évidemment qu'un traumatisme qui a lieu quand on est enfant et qu'on est en pleine construction psychique, émotionnelle, etc., ça va pas du tout avoir le même impact que le même événement à 25, 30, 40 ans. Hmm. Mais les deux peuvent être vécus difficilement, mais ça va pas avoir les mêmes conséquences. Et clairement, quand les traumatismes ont lieu dans l'enfance, c'est inscrit dans la psyché de la personne puisqu'elle s'est construite avec ça. Hmm. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui demande du temps Hmm. à se résorber. Et j'imagine, alors c'est super intéressant qu'on aborde ça. Est-ce que tu penses que il y a beaucoup de traumatismes qui sont non connus en fait? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu, enfin oui, qui ont vécu une sorte de traumatisme, mais qui n'en ont pas conscience, et du coup, ça se répercute sur leur vie, sur leur quotidien, dans leur travail, leurs relations, etc. Et puis, en fait, c'est parce qu'elles ont, comme tu le disais peut-être en introduction, un traumatisme, mais que ben, c'est parti dans les méandres de l'inconscient, et puis on l'a un petit peu nié, quoi. C'est ça. Donc, il peut y avoir cette forme d'amnésie traumatique, partielle ou totale. Donc ça peut effectivement expliquer des conséquences qui ont lieu dans le présent, mais sans que la Mm. personne soit consciente de ce qui se passe. Donc ça, c'est pour vraiment les gros traumatismes qui ont marqué la personne et ça a tellement été fort qu'elle a coupé avec ça. C'est-à-dire que l'état dissociatif sur le moment, normalement, il s'estompe dans les jours qui suivent le traumatisme. Là, il est tellement resté dissocié que du coup, c'est tombé dans l'inconscient. Et après, il y a ce qu'on appelle, et ce que je reçois moi beaucoup en cabinet, c'est les micro-traumatismes qui ont lieu un peu tout le long de notre vie, mais qu'on n'identifie pas comme tels. Euh,
des parents qui divorcent à un âge où on est vulnérable, des petits copains, des amis qui se moquent de nous. C'est des petites choses comme ça qui, tout au long de la vie, la personne ne s'en rend pas compte, mais ça a imprégné leur personnalité, ça a créé des schémas répétitifs qui se répètent et qui ne Mmh. comprennent pas pourquoi. Ça a créé des fausses croyances sur eux-mêmes. Et quand on cherche, quand on refait leur histoire, ils se disent ah ouais, mais j'entends souvent cette phrase, j'aurais pas cru que ça soit imprimé comme ça, Mmh. que ça les ait marqués comme ça. Et effectivement, on a tous en fait, on a tous victime quelque part de micro-traumatismes, plus ou moins Ouais. intenses, plus ou moins réglés. Soit on les a transmutés, on en a fait quelque chose et du coup c'est devenu ce qu'on appelle une force, on a potentialisé ça et du coup voilà, tant mieux, on a bien géré ça. Soit justement, la plupart du temps, on n'en a pas vraiment conscience, on se rend pas compte de l'impact que ça a pu avoir et pourtant c'est présent dans notre vie. En tout Mmh. cas, la résultante de ce qui en découle, c'est présent dans nos vies. Mmh. OK. Et tu en parlais un petit peu en introduction, quels peuvent être les signes, qui montrent qu'il y a peut-être un traumatisme qui n'est pas réglé? Alors toi, tu as parlé un petit peu des crises d'agoraphobie, des crises d'angoisse ou d'anxiété ou des TOC. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu Donc ça, retrouves souvent? Ouais, c'était mon expérience à moi, c'est pas propre au traumatisme, hein. OK. Entre-temps, moi, j'ai beaucoup creusé. Je suis une personne, ce qu'on appelle à haut potentiel intellectuel. Donc, j'ai dû passer le WES4, le test qui justifie que j'ai un QI élevé, mais aussi, du coup, une personnalité qui en découle, une certaine pensée en arborescence qui fait que je fais des liens un peu trop vite et que, du coup, ça peut créer aussi ces tocs, cette pensée obsessionnelle qui tourne en boucle, etc. C'est pas propice au traumatisme ou à tout le monde, hein. Mais en tout cas, pour parler vraiment du syndrome de stress post-traumatique, ce qui est vraiment, quand on est victime de ce stress-là, ce qu'on va retenir le plus, c'est les cauchemars. Quand ça s'exprime la nuit par des rêves, ça va être des flashbacks, des images qui nous viennent, mais on ne sait pas pourquoi on pense à ça. On n'a pas encore forcément fait le lien de pourquoi il y a cette image qui se présente là. Et après, il y a tout ce qui est la peur, l'anxiété, l'angoisse. Mais c'est physiologique là. Ça passe par le corps. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps qu'on maîtrise pas et qui du coup amène. C'est un état physiologique d'abord en premier lieu Mmh. que la personne peut identifier et après forcément ça peut devenir des attaques de panique, des TOC, des crises d'angoisse, des troubles alimentaires. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça peut être vraiment toutes les phobies, même les peurs. Mmh. Parce que derrière une peur, je dis toujours, quand les gens viennent me voir pour des phobies, je fais toujours attention parce qu'on ne sait pas derrière ce qui se cache derrière une phobie. Ça peut être voilà, la conséquence de quelque chose qui, qui traduit un traumatisme refoulé. Mmh. OK. Merci pour toutes ces explications, j'y vois un peu plus clair. Ouais, c'est Ouais, clair parce que c'est ouais. vrai. Ouais. Ouais. Merci. De Hem, rien. alors toi, tu utilises 2 pratiques, peut-être même plus, mais en tout cas, je connais, l'EMDR et la Mm, sophroanalyse. Est-ce que c'est tu ça. peux nous en dire, un peu plus sur ces méthodes que tu as, donc rencontrées sur ton chemin et notamment peut-être la différence entre la sophrologie et la Mm, sophroanalyse? Voilà, ouais. un peu plus de précision là-dessus. Donc ça, c'est la question qui revient le plus souvent, évidemment, hein. Quelle est la différence entre les deux? Donc tout à l'heure, je te parlais de la sophrologie où on appelle ça une technique recouvrante, c'est-à-dire on va développer le positif en soi, on va activer nos ressources, on va se faire du bien, on va se recouvrir, on va se renforcer pour devenir plus fort. Avant de plonger en sophrologie, je passe très souvent par de la sophrologie pour la personne, elle ait le bagage pour y aller parce que effectivement, ce sont des thérapies plus longues, plus ce qu'on appelle découvrante. Du coup, on plonge à l'intérieur de soi et ça demande quand même d'être en forme Mmh. psychologiquement pour aller retracer toute cette histoire qu'on a vécue. Donc, ce qui différencie la sophrologie et la sophranalyse, c'est vraiment ça, c'est qu'on est dans le recouvrant en sophrologie et dans le découvrant en sophranalyse. Et la sophranalyse, c'est ni plus ni moins qu'une psychothérapie. À la différence c'est qu'on est allongé et qu'on passe par le corps, par les sensations corporelles. C'est ça le terme sophro dans la sophroanalyse. OK. Et là, on va vraiment aller
défaire les nœuds de notre histoire, essayer de comprendre pourquoi dans le présent on a telle problématique qui se répète souvent. On part toujours du présent, de ce qu'on ressent dans le présent, de ce qui se passe dans le présent, et on recule dans l'histoire de la personne pour retrouver le moment où ça a pu être, ça a pris naissance. Parce qu'on dit que toutes les émotions qu'on retraverse dans nos vies, je dis retraverse volontairement parce que ça n'est pas dans le présent. Du verbe naître, hein, de la naissance, c'est quelque chose qui est réactivé. Voilà. Alors des fois, très souvent c'est l'enfance, mais à petite échelle. Mais ça c'est venu tout au long de la vie, grandir, 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 et jusqu'à ce qu'à un moment, ça déborde complètement à l'âge adulte. Et on a besoin de comprendre d'où ça vient pour aller le traiter à la racine. Ok, donc c'est une psychothérapie qui passe par le corps et les sensations. Est-ce que c'est un échange, ça se fait quand même verbalement? Ok. Voilà, ça aussi c'est ce qui du coup différencie la sophrologie et la sophranalyse. La sophrologie, c'est une séance comme de l'hypnose où on est allongé, enfin assis pour nous, et on écoute le sophrologue mener la séance, et il n'y a pas d'échange verbal. Que là, évidemment, c'est en état modifié de conscience léger, hein, donc semblable à l'hypnose. On échange verbalement. Il y a des prises de conscience qui ont lieu, voilà. Et on peut identifier des traumatismes qu'ensuite on peut traiter en MDR. Ok, donc le MDR vient ensuite. Ok, donc la sophrologie d'abord, en parallèle. Ensuite sophroanalyse, ensuite le MDR. Ok. Ouais, ou en parallèle le MDR. Souvent, je mélange les deux quand même. Je désactive certaines choses, on revient en sophroanalyse, on fait des ponts. Et alors, le MDR, c'est cette technique oculaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur son fonctionnement, comment ça se pratique? Ouais. Alors, le MDR, ça a été créé par Francine Shapiro. C'est la psychologue qui a créé cette technique. Et c'est une stimulation en fait bilatérale du cerveau par les mouvements oculaires qui font qu'il y a un traitement de l'information qui a lieu. Donc, on l'explique bien d'un point de vue mécanique, mais on n'explique pas trop de pourquoi les émotions, etc., sont traitées de cette manière. Mais le fait est que c'est traité comme ça. Et ces mouvements oculaires, on peut les retrouver très souvent dans les rêves. Quand les gens dorment, dans le rêve, j'ai un trou là, j'ai oublié le moment en tout cas où on rêve la nuit. Ouais. Le sommeil paradoxal. Voilà, il y a ces mouvements oculaires en fait qui ont lieu pendant ces rêves-là, qui permettent de traiter l'information de ce qu'on a vécu dans la journée, de se libérer des émotions de la journée pour pas se réveiller avec. Et en fait, c'est exactement le même procédé qui a lieu pendant le MDR. La personne va retraverser son traumatisme. Alors ça, pareil, ça demande une forme de courage. Faut accepter de retraverser sa souffrance parce qu'elle va retraverser pour tout le corps. On imagine combien ça peut être difficile pour des gens qui ont vécu des traumatismes physiques et violents, parce qu'ils se retrouvent avec ce plein de sensations. On se retrouve avec une netteté. Ça, c'est impressionnant. C'est la netteté du souvenir qui n'était pas là, présente jusqu'à maintenant, mais au moment des mouvements, ça devient vraiment net et précis. Il n'y a plus de doute. On accueille vraiment le vécu. Et au fur et à mesure des mouvements, on traite. Et on traite toutes les couches. Mais toutes les couches. Les émotions, les fausses croyances qu'on se dit sur soi-même, c'est ma faute, je suis nulle, j'aurais dû, les sensations physiques. Parce que du coup, ces sensations physiques, c'est ce qui peut, dans le présent, venir déclencher des choses qu'on ne se rend pas compte. On peut se retrouver dans une situation qui est similaire à une simulation à notre traumatisme. Cette situation va réveiller un stress physiologique, donc corporel, qu'on n'identifie pas forcément. Et boum, on va se sentir mal, mais on ne comprend pas pourquoi, parce que la situation n'est pas aussi stressante que l'était le traumatisme. Mais le corps, il revient dans quelque chose qu'il connaît. Et donc ça, pareil, on va le désactiver. Et le but, c'est vraiment c'est la question qui revient le plus. Est-ce que c'est possible de se défaire d'un traumatisme? Oui, oui, oui. C'est possible de l'éradiquer complètement, même s'il faut plusieurs séances parfois sur un seul souvenir, mais on peut tout traiter pour que ce souvenir-là soit plus un souvenir traumatique, mais un souvenir, ce qu'on appelle normal, et rangé dans la mémoire à long terme, une fois que c'est traité. Ouais. Oui, justement, j'allais te poser cette question. Est-ce que c'est possible de se défaire d'un traumatisme pour de bon? Et donc, est-ce que tu aurais un mot à dire peut-être aux personnes qui se reconnaissent dans ton propos et peut-être qui sont touchées? Voilà, est-ce que tu aurais une phrase, un mot à leur adresser?
Ben moi, je leur dirais, allez-y, quoi. En fait, il y a très souvent, on le sait que c'est là. On sait qu'il y a quelque chose. On veut pas y aller, consciemment ou inconsciemment, hein, mais on sait que c'est là. Et il arrive toujours un moment, un événement extérieur ou une situation qui fait que là, la personne, elle se dit, bon, ok, c'est le bon moment, j'y vais, je m'en sens capable et j'y vais. Mais il y a vraiment cette notion de, faut se lancer, quoi. Faut y aller. Parce que je sais que c'est pas évident de se reconfronter à des choses sur lesquelles on a mis une chape de plomb, qu'on a mis de côté parce que, bah voilà, c'est trop lourd, c'est légitime, hein, pour se protéger, c'est trop, il y a trop de souffrance, etc. Et certains se disent, je peux vivre avec ça de côté, mais on se rend compte au fur et à mesure de la vie que non. Et du coup, il arrive à un moment donné où la vie, de toute façon, elle emmène ces personnes pousser les cabinets de thérapeutes et se faire accompagner pour ça. Mais vraiment, je conseille vraiment le MDR à tous les gens qui ont vécu des traumatismes parce que pour le coup, c'est vraiment efficace. Vraiment. Mm. Intense, mais efficace. Ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose peut-être que toi, tu as pu appliquer ou mettre en pratique dans tout ton parcours et qui t'a aidé? Alors bon, il y a tout ce que tu vas partager certainement dans la formation de Mm. PAWA, mais est-ce que tu as un rituel, un conseil ou une petite routine qu'on peut mettre en place facilement pour aller vers ce chemin-là? Sur ce chemin de guérison par Ouais, rapport au traumatisme ou dans la ouais. vie de tous les jours? Sur ce chemin-là particulier au traumatisme, quoi, de guérison du traumatisme. Mm. Parce que moi, le plus que j'ai expérimenté, c'est la méditation, mais toutes les approches introspectives, en fait. Et ce que je conseille aux gens, c'est quand ils sont traversés par des émotions comme ça difficiles, je sais que c'est pas facile, mais de retourner le regard à l'intérieur de soi et d'observer ce qu'il se passe. Parce que je sais que dans ce moment-là, s'ils font ça, ils vont reconnecter, ils vont savoir d'où ça vient. Une fois qu'on a reconnecté, qu'on a pris conscience d'où ça vient, on peut se dire, bon allez, j'y vais. Je sais que c'est ça, j'y vais. Mais il y a vraiment ce travail sur soi à observer ce qu'il se passe. Ça donne, déjà, ça rend autonome. J'aime bien, j'adore la sophrologie pour ça. C'est parce qu'une fois qu'on a les outils, on peut les utiliser chez soi. Ça j'adore. Et voilà, de s'observer en permanence. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Alors évidemment, ça a été difficile, hein, je dis pas le contraire. Mais après, je suis pas rentrée dans les détails de mon traumatisme. C'est un gros traumatisme qui a été vécu enfant. Voilà, donc il a fallu beaucoup de recouvrant et fallu du temps pour descendre à l'intérieur de ça. C'est pas forcément le cas de tous les gens qui vont nous regarder. Et même si c'est le cas, on peut y aller quand même. Mais voilà, observer ce qui se passe à l'intérieur de soi et de pas avoir peur en fait de ce qui vit en nous. Et que quand on vit des moments difficiles, alors je sais que sur le moment, on est comme au cœur de la tempête, on ne voit pas ce qui se passe autour, c'est trop difficile. Mais vraiment de se dire que il y a du bon derrière tout ça quand même. Ça, c'est l'occasion. Aujourd'hui, si vous êtes en souffrance, si aujourd'hui vous écoutez cette vidéo et que vous avez des choses qui sont là à l'intérieur de vous, c'est en train de vous dire libérez-moi, quoi. Il se passe quelque chose là dans votre corps, dans votre psyché qui demande à être libéré. Donc, plutôt que de lutter, de dire je veux pas y aller, et de résister, et du coup que ça amplifie encore plus le mal-être, ou en tout cas ça l'étouffe un temps, puis il revient à un autre moment, c'est de se dire allez, j'y vais. Euh, je vais voir ce qu'il se passe vraiment. Hmm. C'est beau, oui, c'est un beau message d'espoir. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai que parfois, quand on peut, enfin voilà, on est tous plus ou moins traumatisés à des degrés différents, Mmh. et ça demande, comme tu dis, une dose de courage d'aller déjà demander de l'aide, frapper à la porte d'un praticien. On ne sait pas forcément vers qui se tourner, puis ça veut dire bah, aller voir un peu ce qui se passe. Et ce que je trouve beau, c'est que il y a déjà des choses qu'on peut faire seul, quoi. Donc, apprendre à méditer, à regarder à l'intérieur, peut-être Mmh. avoir un petit carnet, un journal pour bah, se poser les questions et Bien justement sûr. commencer à dérouler le fil Mmh seul. mh. C'est ce que, en plus, c'est ce que tu as fait, toi, ton chemin, comme tu le disais, Mmh. tu l'as démarré seul avant aussi de te faire accompagner, puis ensuite de te former et puis d'aider les autres. Donc, c'est beau, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir et merci. Merci à toi. Alors pour terminer notre entrevue, j'aime bien poser les 4 mêmes questions. Selon Mmh. toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? C'est bateau, hein, ce que je veux dire, mais le premier truc qui vient, c'est d'amour, enfin, de l'amour de soi, de l'amour pour ce monde, de l'amour pour les autres. C'est
si on se regarde tous avec ce regard d'amour comme on regarderait nos propres enfants, je me dis souvent ça, j'ai des enfants, moi. Si tout le monde regarde le monde, les autres et soi-même comme on regarde son propre enfant qu'on aime et qui est désiré, etc., ça guérirait bien des choses. En tout cas, ça amènerait un regard beaucoup plus bienveillant, compatissant, etc. D'amour. D'amour. Est-ce que tu as un livre qui t'a inspiré sur ton chemin et que tu aimerais nous partager? Alors j'imagine qu'il y en a plusieurs, hein, mais voilà, si tu en avais un de la liste. Ouais, il y en a plusieurs, mais il y en a un. Il y en a un qui est revenu dans ma vie très souvent, que enfin, tout le monde doit connaître, hein, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Voilà. C'est le livre qui, la première fois que je l'ai lu, je me suis pris une claque parce que je comprenais rien. J'étais trop mal. J'étais jeune, trop mal, enfermée dans mon appartement. Mais c'est comme si il allumait une petite lumière. Mais j'avais pas assez la force pour raviver cette flamme. Et après, quand je l'ai relu, à chaque fois que je le relis, j'ai une autre lecture de ce livre. Et pour moi, c'est mon livre. À chaque fois qu'on me demande quel est le livre qui a changé ta vie, c'est Le pouvoir du moment présent. Ok, merci. Une personne qui t'a inspiré sur ta route ou qui t'inspire même encore aujourd'hui? C'est moins facile. Là, aujourd'hui, je dirais, encore une fois, c'est mon regard de maman, mais je dirais mes enfants, parce que c'est très inspirant, les enfants. Euh, les enfants, ils sont dans leurs émotions, ils sont dans leur corps, ils sont dans le moment présent, ils sont pas dans le mental comme nous. En tout cas, vraiment jeunes enfants, je parle. Hein. Et j'aime leur spontanéité, j'aime leur manière de vivre la vie. Je me dis que si nous, on avait gardé cette flamme d'enfant en nous, enfin, on l'a tous, hein, mais toujours la raviver en permanence par s'émerveiller de tout et de rien, vivre le moment présent, vivre ses émotions dans son corps sans avoir honte du regard des autres, du qu'en dira-t-on sur les émotions qu'on est en train de vivre, sur nos larmes, sur nos cris. Je trouve que ils sont très inspirants, les enfants, pour ça. Mm. Ils m'enseignent plus que ce que moi je les éduque, je crois, mes enfants. C'est beau, ouais, merci, les enfants, ouais. Et qu'est-ce que tu as quelques mots à dire sur donc la formation que tu partages sur Pawa, ça peut être sur son format ou le contenu. J'imagine que tu reprends tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Ouais. Est-ce que dedans est-ce qu'il y a de l'EMDR ou de la sophroanalyse, ou alors est-ce que ça c'est vraiment réservé en cabinet, ou comment ça Ouais. se... Du coup, ouais, on va décortiquer dans cette formation ce qu'est un traumatisme, comment on le reconnaît, comment on l'identifie, comment savoir si on est victime de traumatisme ou non. Euh, tous les petits travaux qu'on peut faire introspectifs sur soi pour essayer voilà, de regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe, quelles techniques on peut, vers qui et quoi se tourner pour traiter des traumatismes et aller sur ce que j'appelle le chemin de résilience, le chemin de guérison. Et par contre, non, je ne peux pas proposer de séances de sophroanalyse et de MDR comme ça sur une plateforme en vidéo. Il faut vraiment que ça se fasse en cabinet parce qu'il peut y Ouais. avoir ce qu'on appelle des abréactions, c'est-à-dire que la personne, déjà des personnes qui ont vomi ou qui ont des malaises un peu au moment où on fait de Ouais. l'EMDR, parce que le vécu émotionnel est tellement fort que, encore plus quand on a bien coupé avec avant, donc c'est Ouais. encore plus fort. Donc c'est pas des choses que je fais, qu'on peut pas faire en autonomie tout seul pour le Ouais. coup. Oui, ça c'est vraiment des Mais pratiques à j'invite les gens réserver. vraiment, ouais, quand ils sentent que c'est le bon moment, à se retourner vers ces techniques-là parce que c'est vraiment efficace. Ouais. Ok, eh ben, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci pour toutes ces explications, et puis eh ben, merci pour la formation aussi sur Pawa. J'ai hâte d'aller en savoir plus, d'aller la regarder. Merci à toi, Tara, vraiment. Et puis ben, je te souhaite une belle journée, et puis à très vite sur Pawa ou ailleurs. Ouais, avec joie. Bonne journée. Bonne journée.